Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Explore Japon, le 178e. Et oui, on en est là, on arrive proche des 200 sans les hors-sujets. Vous savez qu'avec les hors-sujets, on les a déjà dépassés. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon début de janvier et que le nouveau format du podcast vous convient toujours, même si des rubriques ont sauté, comme vous avez pu le voir depuis le début de l'année. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Et vous le savez aussi, si les rubriques ont sauté, c'est parce que j'avais en préparation une chaîne YouTube avec des vidéos qui vont popper. Je ne vais pas revenir sur le projet, mais ça y est, je peux l'annoncer en grande pompe. La première vidéo est en ligne déjà depuis 1 ou 2 semaines, je crois. La deuxième aurait dû arriver, mais j'ai eu un peu de retard parce que j'ai eu des imprévus. Bref, elle est prête, mais il faut finir de la monter tout simplement. Elle arrivera sûrement cette semaine. Ce podcast aussi est un peu en retard, toujours pareil avec des imprévus, j'ai pas pu l'enregistrer dans les temps. Pour ceux qui veulent voir la première vidéo, il suffit de taper Kitsune Dandy avec l'arrobase après youtube.com ou de regarder la description de l'épisode. J'ai mis le lien, donc vous pourrez accéder à la chaîne YouTube et voir cette première vidéo. Dans cette première vidéo, je vous parle d'objets achetés au Japon. C'est une des rubriques qui popera régulièrement, je pense. Et quand ce podcast sera en ligne, celui-là, donc il n'y en aura qu'une vidéo pour l'instant. La deuxième, comme je l'ai dit, va arriver cette semaine. Logiquement, je croise les doigts, mais je ne suis pas sûr. Sûrement fin de semaine. Et là, on parlera photo et Japon. Bref, n'hésitez pas à aller sur YouTube, à regarder, me dire si ça vous plaît, à vous abonner aussi pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui pop. Puis vous savez qu'en vous abonnant, en faisant des likes, en commentant, ça fait monter dans l'algorithme, blablabla, vous connaissez un petit peu la chanson. Bref, si vous voulez soutenir aussi la chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire tout ça. Ce projet, je ne sais pas si je vais le faire sur du long terme, j'attends de voir pendant quelques mois ce que ça donne, les retours, contrairement au podcast où je suis vraiment parti avec l'idée de faire ça pour le plaisir. Oui, toujours Herbert Léonard dans ce podcast. Là, pour les vidéos, j'aimerais quand même avoir des retombées, peut-être un peu plus financières, ou au moins agrandir la communauté, avoir plus d'échanges, avoir l'impression qu'il y ait quelque chose qui grossisse en tout cas. Si je vois que ça prend pas vraiment, je pense que je prendrai ce temps pour faire autre chose à la place, car mine de rien, le podcast plus les vidéos, répondre aux messages, etc., ça me prend beaucoup de temps chaque semaine. Et le temps, il n'y en a pas de temps que ça. Voilà, vous le savez, je cours un peu après. Et justement, qu'est-ce qui bouffe du temps en général ? Les transports, car oui, aujourd'hui, on va parler de transport dans le podcast. J'en ai déjà parlé quelques fois dans le podcast, mais c'est vrai qu'en ce moment, je prends pas mal de train, je fais pas mal d'allers-retours Kyoto-Wakayama, où j'ai 3 changements, etc., et je me suis fait la réflexion, il y a peu, à cause des tempêtes, il y a eu des tempêtes de neige il y a environ 2 semaines, je crois, maintenant, sur Kyoto. Alors on va mettre des guillemets quand même sur le tempête de neige, parce qu'il y a eu des tempêtes de neige au Japon en janvier. Mais je mets des guillemets, parce que c'était pas non plus extraordinaire, mais pour Wakayama, ça l'était. Mais bref, pour revenir aux vidéos, parce que je voulais quand même clore le sujet, si vous voulez m'aider, encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, blablabla. Ça fait connaître les vidéos, ça fait connaître la chaîne YouTube, ou à partager aussi, tout simplement, les vidéos. Mais voilà, on va arrêter la promo, on va retourner sur le focus du jour qui va être les transports. Car oui, donc en janvier, j'ai dû aller à Wakayama, et même là en février, entre fin janvier et février, j'y suis allé 2-3 fois déjà, en semaine, et je suis parti le jour des grosses tombées de neige sur Kyoto. Du coup, le côté un peu négatif, c'est que j'ai loupé le Kyoto enneigé. Je l'avais déjà vu en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Je crois que c'était 18, mais je ne me souviens plus. Là, je suis parti juste avant que ça tombe, et donc j'ai pas pu gambader dans la neige et faire des jolies photos sympas, malheureusement. C'est vrai que ça m'a un peu manqué, mais pas eu le choix, c'était comme ça. Mais j'ai quand même eu le droit de voir un peu de neige sur Wakayama, qui est une ville qui n'est pas habituée à vraiment avoir de la neige tomber, en tout cas en quantité. Megumi, pour vous dire, était super surpris de voir autant de neige. Elle était là, waouh, c'est la tempête, il n'y a jamais eu autant de neige, etc. Bon, encore une fois, autant de neige, on va mettre les guillemets de rigueur, car oui, ça a pas mal tombé. Il y avait du vent en plus, donc pendant la nuit, ça faisait un peu tempête de neige. Mais franchement, au final, il n'y avait pas grand-chose. Pour vous dire, il a neigé en fin de journée et pendant la nuit. Le matin, effectivement, les trottoirs étaient un peu blancs, mais l'après-midi, il n'y avait déjà plus rien. Ça vous montre un peu le côté tempête de neige. Mais du coup, ce jour-là, on a dû se lever et prendre un bus à 10h du matin. Moi, je travaille la nuit, donc j'ai eu 3 heures de dodo, en gros maximum, parce que c'est pas vraiment 3 heures au final. Et j'étais un peu défoncé, je dois vous l'avouer. Oui, mais voilà, à cause du peu de neige, tout était bloqué, tout était fermé. Il n'y avait pas de bus, pas de train,
pas de combini. Ouais, c'est la première fois que je vois des combini fermés. En tout cas, voilà, les combini étaient fermés le matin, ils ont réouvert l'après-midi, mais ils étaient l'après-midi quasi vides. Il n'y avait plus de bouffe car ils n'avaient pas eu de livraison, car tout était. La ville était limite bloquée pour 1 centimètre de neige. C'était horreur, quoi. Pour tous les cafés, pour moi, c'était vraiment l'horreur parce que tous les cafés étaient fermés en plus ce jour-là. Mais bon, ça reste compréhensible, hein, parce qu'a priori, il n'y avait aucun transport qui fonctionnait, les trains étaient très très limités, voire ne marchaient pas du tout. Donc les gens ne pouvaient pas se rendre à leur travail tout simplement. J'ai été super surpris finalement de voir la précaution qu'ont pris les transports japonais en mode on arrête tout pendant la journée. Je sais pas quand les trains ont repris, mais clairement toute la matinée je pense qu'il n'y a pas eu de train, et je pense la veille aussi au soir, je pense qu'au bout d'un moment ça s'est arrêté. Je pense même la journée qu'il n'y a pas eu beaucoup de trains, car j'ai vu beaucoup de profils de personnes que je vois pas d'habitude dans l'hôtel où je loge. Beaucoup de salaryman ou d'ouvriers par exemple, ou d'office lady. Alors les salaryman, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros les gens en costume, et les office lady, pareil, c'est les filles un peu en costume de salariés de bureau, quoi. L'hôtel était vraiment plein dans les ascenseurs pour un jour de 2 semaines, donc je pense que certains ont dû passer 2 nuits à l'hôtel juste pour quelques centimètres de neige. Moi, ça me fait toujours marrer parce que j'ai habité un temps, pendant quelques années, en station de ski pendant ma jeunesse, et j'avais eu aussi ce syndrome à Paris. Voilà, on a l'impression, voilà, que c'est impossible de vivre avec quelques millimètres de neige sur la route. À Paris, tout est bloqué dès qu'il neige un peu, les bus circulent plus. Là, à Wakayama, vraiment, tout était fermé pendant une journée. Et tu te dis, mais comment ils font au Canada? Comment ils font à Sapporo? Les mecs, ils doivent survivre sans manger pendant 6 mois. Et seuls les plus forts survivent. C'est la loi du plus fort, oui. Bienvenue à Sapporo, le manga. Vous allez survivre dans l'hiver, vous ne pourrez rien faire, tout sera fermé. Essayez de survivre pendant 6 mois et le meilleur restera. Bon, je me moque forcément, mais les coins habitués à la neige sont préparés, hein, bien sûr, ce qui n'est pas le cas de Paris ou de Wakayama. Les gens n'ont pas de chaîne sur leurs trucs, etc. Les transports publics ou je sais pas comment on appelle ça, mais ce qui va s'occuper de l'entretien, ils sont pas prêts à saler, machin et autres. Enfin voilà, ils n'ont pas l'habitude. Mais quand même, j'hallucine toujours un petit peu avec ça, avec le fait que tout soit bloqué avec juste un petit peu de neige. Mais en tout cas, les transports japonais sont vraiment dans la précaution et ont pris zéro risque. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment pour reparler d'un truc qu'on aime tous au Japon. Oui, les transports en commun. Bon, je dis tous, mais là, je te vois, petit expatrié qui vit à Tokyo, sur une ligne surblindée qui doit la prendre pendant les heures de pointe. Je pense que tu es en train de m'insulter, et ça, à juste titre. Pour avoir pris une fois le métro Tokyo Heat en heure de pointe, où j'ai dû en laisser passer au moins une bonne dizaine, en étant bloqué même en dehors de la gare, pour pouvoir rentrer, j'ai dû faire la queue en dehors de la gare, et que je me suis retrouvé compressé comme jamais à me demander mais comment j'allais faire pour pouvoir sortir de ma station, car oui, c'est pas un de mes meilleurs souvenirs de voyage au Japon que j'ai eu dans ma vie. Heureusement, j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'aller au boulot, j'aime marcher et je suis pas obligé de prendre des transports blindés, donc la plupart du temps, je peux zapper, prendre le prochain train local par exemple, quand je vais à Osaka, ou que voilà, je suis rarement à la minute, je peux prendre le train suivant qui sera moins blindé par exemple. Mais oui, vous le savez tous, en tout cas, les transports au Japon sont souvent un sujet central, surtout venant de France où on n'est pas toujours hyper satisfait, je pense, des transports en commun. Et on doit le dire, c'est quand même le jour et la nuit entre la France et le Japon. Déjà, un truc qui choque avant de prendre les transports, avant de rentrer dedans, c'est la queue. J'en parlais avec un ami qui connaît pas bien le Japon, je lui disais qu'ici les gens font la queue et la respectent. C'est pas le seul pays qui fait ça, bien sûr. Par exemple, au Canada, on respecte la queue, les pays scandinaves aussi, on respecte la queue. En gros, c'est le premier arrivé, premier rentré. Alors que chez nous, vous le savez, c'est souvent le dernier arrivé qui va rentrer le premier en jouant des coudes. Je vous parle même pas de la Corée et des mamies, ça c'est un autre sujet. J'avais fait des podcasts sur la Corée du Sud, j'avais parlé des petites mamies qui jouent des coudes, qui sont pires que des yakuza. Non, ici en au Japon, on va respecter les lignes. Il y a des traçages au sol, par exemple, dans le métro, dans les trains. On sait où se positionner et on va pas gêner la sortie. Et les gens le respectent vraiment. Bon, encore une fois, je prends les situations où le quai est pas surblindé, la situation classique de transport, parce que quand c'est surblindé, je pense que c'est un peu plus chaotique, mais je le vis pas vraiment, ce truc-là. Je vis pas à Tokyo dans les heures de pointe, donc je peux pas vous dire. Moi, ma situation, elle est quand même plus basique, on va dire, en général. Les transports, il n'y a pas trop de monde, c'est pas surblindé. Et comme je vous dis, quand il y a du monde, j'attends ou j'en prends un autre tout simplement. Dans le Kansai, il y a plein de trains qui vont un peu dans tous les sens, donc vous pouvez toujours vous débrouiller pour arriver à prendre un train où il y aura un petit peu moins de monde, même si ça m'arrive parfois effectivement de faire des Osaka-Kyoto par exemple, qui vont être un petit peu blindés, où on va être debout, etc. Mais franchement, c'est rare. Bref, c'est pour ça que ce côté-là, pour moi, j'ai toujours vu que ça fonctionnait très bien. Mais effectivement, les gens de Tokyo vous diront peut-être quelque chose qui est vraiment très différent.
Mais on voit par exemple jamais ici voilà, des gens qui vont se mettre juste devant la porte, qui se poussent pas, qui capent pas, qui font chier tout le monde. Non, ici c'est fluide et c'est agréable, les gens vont vraiment me mettre sur le côté, il va y avoir vraiment un espace pour que les gens passent. Bien sûr, hein, tout n'est pas parfait, parfois il y a des gens qui vont rentrer dedans, des gens qui font pas attention, machin et autres. C'est pas non plus le monde des bisounours, hein. Il faut pas non plus idéaliser en disant que le truc est parfait, que c'est des robots. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que contrairement au transport en commun en France ou au métro à Paris ou même à Lille, hein, moi le pire que j'avais pris c'était à Lille, quand j'habitais à Lille, il y a quand même une autre ambiance vraiment. Autre chose, toujours dans le côté agréable, c'est la politesse et le silence. Je sais, j'en ai souvent parlé, encore plus dans le côté transport et déplacement. Et justement, ma Megumi me fait marrer parfois quand quelqu'un va un peu parler, un petit peu, voilà, genre parler un peu fort et tout, et ça la rend folle. Et je lui dis, vraiment sérieux, viens en France ou en Corée, hein, ou je sais pas où, tu vas voir, tu vas vite péter un câble. Car je peux t'assurer que le Japon, c'est quand même un autre monde. Le train au Japon, c'est un autre monde. C'est hyper silencieux, on pète pas plus haut que son cul. Encore une fois, en général, ça veut pas dire qu'un jour vous n'allez pas tomber sur un petit groupe qui va faire du bruit, etc. Mais c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens on va dormir dans les transports, le calme qui règne. Franchement, ça t'invite facilement à pioncer. Puis la sécurité de se dire, j'ai pas besoin de faire gaffe à mon sac, à mes affaires, ça t'aide aussi avec le bruit du train qui tourne, etc. Ça te donne envie de dormir, vraiment. T'es dans les conditions idéales pour ça. Quelque chose aussi peut-être un peu moins commun, et on va en parler moins souvent je pense, mais j'ai l'impression, c'est qu'une impression hein, bien sûr, qu'il n'y a pas trop de vandalisme au Japon aussi. Du coup on n'a pas des perturbations avec du matériel abîmé, des problèmes sur les rails, etc. etc. Attention, je vous l'ai dit, hein, la légende urbaine comme quoi les trains sont jamais en retard est fausse, c'est juste pour les Shinkansen. Mais cependant je pense qu'il y a beaucoup moins de problèmes que dans les trains en France. Par exemple, j'ai souvenir souvent que quand je prenais le train ou le métro, il y avait toujours une avarie, on était bloqué toujours à un moment donné sur la ligne, il y avait un problème de je sais pas quoi. Une fois, j'étais bloqué pendant 5 heures dans un train parce que il y avait, je sais pas ce qui se passait, mais voilà, dans un TGV, j'étais bloqué pendant 5 heures. En plus, on n'a pas beaucoup d'infos, etc. Au Japon, j'ai jamais eu aucun gros stop pendant mon trajet. J'en ai eu, mais des très courts. C'est jamais arrivé d'être bloqué 3 heures. Bon, je pense que là, les gens qui ont pris le train, quand il y a eu les perturbations de neige, ils ont dû galérer, mais bon, je pense qu'en France, ça aurait été la même, hein, pour le coup. Voilà, j'ai dû avoir 2-3 fois des petits arrêts, mais pas des gros. Après, comme je vous dis, il y a des retards, il y a des annulations. Par exemple, il y a une semaine ou deux, j'ai voulu aller sur Osaka le week-end, j'ai pas pu parce que les trains étaient bloqués depuis 7 heures. Je sais pas s'ils étaient bloqués ou s'ils étaient très très longs. Parce que j'en voyais quand même arriver dans l'autre sens, mais j'ai l'impression que c'était bloqué totalement depuis 7 heures. Il était 11 heures du mat. Et du coup, a priori, ça a été bloqué pendant une grande partie de la journée. A priori, parce que quelqu'un s'est suicidé. Et je pense que c'était un truc où il s'est pas trop loupé, a priori, quoi. Donc voilà, ça arrive aussi hein, que les transports aient des grandes difficultés parfois, mais quand même dans l'ensemble, c'est beaucoup moins intense qu'en France. Moi, j'ai pris beaucoup le métro hein, à Paris, et avant j'habitais en province, je prenais souvent le train, j'avais des trajets d'1 heure de train, etc. tous les jours, 2 heures aller-retour, même parfois pendant une partie de ma vie. Je peux vous dire que les problèmes de train, je les ai connus et j'en ai eu souvent. Une grosse différence aussi qui est toujours liée au respect finalement, c'est l'environnement. Ouais, l'environnement en général, parce qu'en France par exemple, on va être obligé de mettre des gros grillages, des portiques de 12 mètres avec des tasers, hein. Bon, j'en rajoute un petit peu hein, avec reconnaissance infrarouge, etc. Parce que le français a tendance à resquiller. Voilà, même le français lambda, hein. Il y a quand même pas mal de gens, moi j'ai des amis, c'est pas forcément des gros lascars qui font de la merde, etc. Mais j'ai des amis, ils vont trouver des excuses en disant oui, tu te rends compte, vu combien on paye, machin, etc. S'il y a moyen de resquiller, ou alors il y a un truc qui va être un peu pété, où on peut passer, dire ah c'est bon, vas-y, on y va, on en profite. Ouais, en général, les gens ont quand même tendance à resquiller en France en trouvant de bons arguments. Hein. Ouais, c'est trop cher, on se fout de nous, blablabla. Bon, au Japon, à Kyoto par exemple, ma station, je pourrais mais vraiment facilement enjamber. Je dis enjamber, hein, pas sauter hein, les barres, juste enjamber. Elles sont en hauteur de mon genou. C'est pas le portique, mais il y a vraiment des passages où je pourrais juste enjamber et rentrer dans la station sans passer par les portiques et sans payer. Et personne me verrait, je pense, hein, quasiment. Peut-être une caméra de sécurité, je sais pas, mais je suis même pas sûr. Mais ils font ça parce que personne va resquiller ici. Ça se ferait pas, quoi. Moi, ma Megumi me parle de temps en temps, elle est toujours un peu choquée de dire « Ah, mais il y a des gens qui payent pas le métro en France, j'ai vu ça à la télé, etc. » Je fais, oui, effectivement. Alors que nous, on n'est pas choqués par ça, c'est presque normal. Pour elle, c'est genre « Mais vous te rends compte, il y a des gens qui payent pas, quoi. » Et qui rentrent sans payer. Et oui, ici, ça se fait pas.
Et c'est quand même un environnement du coup qui est moins agressif, je trouve, qui est moins punitif, mais parce que les gens sont plus civilisés, hein, faut pas mettre ça sur le dos de la SNCF ou de l'État ou je sais pas quoi, c'est les gens. Hein. Si les gens en France étaient civilisés, on mettrait pas des barrières de 15 mètres, on mettrait pas des trucs, des portiques, des machins, des trucs, etc. On ferait au plus simple, ça leur coûterait moins cher, ça serait plus joli, l'espace il serait plus agréable. Moi, j'aime pas trop quand on rejette toujours la faute sur c'est l'État, c'est machin, c'est Macron, c'est Mitterrand, c'est trucs. Non, la fraude première, c'est nous. Hein. C'est pas les autres. Hein. C'est nous à la base. C'est parce qu'on n'arrive pas. On est dans une société qui est de moins en moins civilisée, qui pensons de plus en plus à nous-mêmes avant les autres. Et du coup, petit à petit, on arrive à tous ces petits trucs-là et on est obligé un petit peu de. Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de le suivre. C'est juste un avis personnel. Mais je trouve que c'est de notre faute. C'est par cette envie de vouloir toujours avoir nous en priorité, puis que nous on peut, et puis les autres c'est pas grave, puis nous on sait, et puis pour nous c'est pas pareil. Et du coup, on se retrouve avec des choses comme ça qui du coup sont quand même franchement désagréables, même si on s'en rend pas dans le quotidien. Moi je le vois ici, c'est quand même vachement plus plaisant d'arriver à une station où vous avez rien, pas de portique, juste une borne, et les gens bipent leur carte. Moi j'ai vu des endroits perdus au milieu de nulle part. La gare, il n'y a rien, mais vraiment rien. C'est un préau avec une borne tactile qui est perdue là, et les gens ils sortent et taguent avec leur carte alors qu'il n'y a rien qui t'empêche de passer. Il n'y a personne qui te verra, il n'y a pas de caméra, tu peux partir, tu peux jamais ne payer. Il y a des gens qui pourraient en province qui pourraient faire des trajets sans jamais payer. Et ils le font quand même, ils le payent. Et jamais les gens vont pas payer. Et moi, je trouve ça plutôt beau, finalement. Et puis, encore une fois, dans l'environnement urbain, cette petite station de gare où il n'y a rien, où il y a juste un préau, où tu vois la mer derrière, c'est sympa. En France, celle-là, elle aurait... t'aurais des grillages tout autour. Parce que, voilà... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de grillage non plus au Japon. Hein. Ça arrive qu'il y a des grillages, il y a des trucs, etc. C'est pas non plus open bar. Hein. Mais c'est pas la même. Encore une fois, dans Kyoto, dans une grande ville, je peux enjamber par-dessus le métro si je voulais. C'est vraiment enjamber. J'ai juste à lever le genou. Hein. C'est pas sauter ou quoi que ce soit. Il y a rien de technique, quoi. Et je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt... c'est un côté agréable qu'il y a tous les jours. Et mine de rien, il y a des petites choses comme ça qui font que la vie est plus sympathique, finalement. Dans le côté beau aussi, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas toujours le cas, hein, mais quand même assez souvent par rapport à d'autres pays, le fait que les sièges réservés aux personnes âgées ou aux femmes enceintes ou aux personnes handicapées sont quand même plutôt bien respectés. Et ils sont en nombre aussi. Je suis pas handicapé, donc je peux pas vous dire si finalement ça fonctionne bien. Mais bon, on peut voir souvent dans les stations des genres d'élévateurs pour les personnes en fauteuil ou pour les gens avec des poussettes qui pourraient pas prendre un escalier ou qui auraient du mal, par exemple avec la poussette, la jeune femme, à monter ses escaliers. Et en plus, souvent, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Quelqu'un donc, qui travaille pour la gare, qui va, il suffit de lui demander de l'aide et la personne qui va travailler pour la station va activer le petit monte-charge, rester avec vous en quelque sorte. C'est le sens du service, parce que vous le savez, hein, je vous apprends rien là-dessus, mais le sens du service, si le client est roi, c'est hyper important au Japon et mine de rien, c'est aussi ce genre de petites choses qui sont très agréables. Après, encore une fois, je suis pas quelqu'un d'handicapé, peut-être qu'il y a plein de trucs qui sont pas très pratiques au Japon. C'est vraiment un œil extérieur quand je compare ce que je pu voir en France et ce que je vois au Japon dans les transports. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus adapté pour les handicapés dans les transports japonais, mais peut-être que finalement c'est pas le cas et qu'il y a plein de problèmes, que parfois en fauteuil c'est compliqué parce qu'on peut pas monter, il n'y a pas d'ascenseur, etc. Mais j'ai quand même cette impression en général que c'est mieux fait. Mais là, encore une fois, je mets des grosses pincettes parce que j'ai pas analysé le truc, je suis pas quelqu'un d'handicapé, il faudra en parler avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant par exemple et qui peut vous dire oui effectivement c'est plus simple ou non c'est moins simple. Moi c'est vraiment juste une vision de ma part. Prenez ça avec des grosses pincettes, de toute façon comme tout ce que je dis, hein, parce que c'est que ma vision à chaque fois. Mettez toujours des pincettes et allez vous renseigner ailleurs. Je vous le répète toujours, parce que c'est important. Et donc je parlais aussi de vandalisme. Il y a un truc que j'ai un peu oublié, mais moi j'aime pas le street art. Bon, ça dépend, hein, mais dans l'ensemble, je trouve pas souvent ça très bon. Les street art, etc., de toutes sortes. Hein. Il y en a quelques-uns que j'aime bien, mais dans l'ensemble, même moi je sais que j'ai des potes qui adorent le street art, il y a plein de trucs qui trouvent ça joli. Moi je trouve que c'est dégueulasse et qu'on ne devrait pas m'imposer ça en pleine gueule. Mais bon, après, je vais pas me rouler par terre non plus, c'est pas très grave. Mais j'avoue qu'il y en a plein où moi je trouve ça très très moche. Il faut bien avouer qu'en France, nos trains, ils sont quand même dégueulasses. Hein. Des tags de partout, ils sont abîmés, ils sont tagués à l'intérieur. Là, encore une fois, hein, c'est pas la faute de la SNCF, c'est pas la faute de Macron d'émission, c'est pas la faute de Mitterrand, Chirac, je sais pas quoi. C'est nous, voilà. C'est nous qui taguons, c'est nous qui faisons pas attention, c'est nous qui mettons les pieds sur les sièges, etc., etc. Bref, il donne pas envie, voilà, et ça te met pas dans un environnement cool et sympa. Quand tu prends le RER à Paris, t'es pas dans un truc en disant j'aime la vie, j'aime les gens, waouh, petite fleur rose, c'est génial, je suis dans le monde merveilleux de Disney. Non, même le fameux train qui va à Disney, justement, te met pas trop dans l'ambiance de Disney. Hein.
Bref, ça donne pas envie. Alors qu'au Japon, les trains sont parfaits. Il n'y a pas un truc dégueulasse. Il n'y a pas Jean-Michel qui écrit façon garçon de 12 ans un tag moche. Bref, ça fait plaisir d'utiliser quelque chose de joli, de propre et qui n'a pas été défiguré par un connard qui pense que ce qu'il fait doit être partagé avec la terre entière. Alors oui, je dis un connard parce que pour moi, c'est ne pas respecter les autres que de s'approprier quelque chose qui est finalement à tout le monde et de dire oui bah moi je vais taguer un truc et je vais faire quelque chose, ah regarde j'ai écrit Jean-Michel Superstar ou Juichi Superstar ou Megumi Superstar, Megumi Kawaii, voilà, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, pourquoi tu fais ça, c'est pas beau. Alors vous allez me dire oui mais il y a de la publicité, j'ai rien demandé, c'est autre chose, la publicité il se rémunère avec ça, etc. On n'aime pas, mais là c'est juste quelqu'un qui arrive et qui vous impose quelque chose qui est souvent en plus pas très joli. Moi, j'aime pas. Vous aimez peut-être. Encore une fois, tout le monde a le droit d'être différent. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie au Japon parce que prendre le train, du coup, est plus agréable. Encore une fois, vous avez des trains jolis. Et bref, si vous êtes dans un environnement qui est plus agréable qu'en France. Toujours dans le respect, vous les avez aussi, on ne mange pas dans les transports, par exemple. On fume pas, on n'écoute pas sa musique à fond, les ballons. Alors quand je dis on mange pas dans les transports, ça arrive de voir des gens qui mangent dans les transports. Dans les Shinkansen, par exemple, on peut manger. C'est pas interdit de manger dans un transport, a priori. Mais c'est vrai que les gens le font pas trop. Et comme je vous le dis, les gens vont pas fumer, vont pas écouter de la musique à fond, etc. Donc du coup, encore une fois, il y a ce côté respect. Pour dire, il y a aussi souvent des petits messages, des affiches pour expliquer les bonnes conduites dans les transports. Parfois, ça peut même paraître un peu con, hein, mais je me dis que c'est avec ce genre de conneries qu'on rappelle aux gens qu'on ne vit pas que pour soi et qu'on n'est pas le centre du monde et que quelque chose qui peut nous paraître normal peut être gênant pour les autres usagers. Il faut toujours un peu prendre du recul sur son comportement et voir si c'est pas trop ennuyant pour les autres. En tout cas, moi, c'est un peu mon leitmotiv, même si, comme tout le monde, je fais des trucs qui doivent être pourris, qui doivent pas être top, mais j'essaye d'y penser, j'essaye de faire attention la plupart du temps. Et ça me fait penser qu'en ce moment, je peste un peu avec les gaijin. Alors, je veux pas faire du gaijin bashing, attention, parce que je sais qu'il y a tout un groupe de gens qui font du gaijin bashing, et il y a plein de gens qui sont là, il faut pas faire gaijin bashing, c'est pas bien, etc. Donc, les combats à la con sur Twitter dans tous les sens. Mais il y a un truc, moi, qui m'agace toujours, c'est dans les cafés, je suis en train de revoir les comportements qui me mettent hors de moi. Les vidéos YouTube avec le son, les coups de téléphone, le son du laptop à fond, les ballons, bref, comme si c'était à la maison, alors que vous êtes dans un lieu public, un lieu qui est partagé. Perso, votre musique, Juanita, Pablo Ita, qui chante la dernière du pop, reggaeton, je m'en fous, voilà, je m'en bats le steak. Mettez un écouteur et gardez-le pour vous. Que les news de votre pays, c'est pareil, hein, si j'ai pas envie de les entendre, avoir un mec qui fait je m'en branle, je veux pas écouter ça, t'as un casque, mettez un casque, si vous avez un coup de fil, pareil, vous allez dehors, ça vous prend 5 minutes, vous appelez dehors, oui, c'est pas parfait, il fait froid, etc. Mais bon, c'est votre choix, vous dérangez pas les autres personnes qui ont rien demandé. Je sais que pour certains, c'est pas facile à comprendre, hein. Mais j'ai déjà fait ça une fois, un gars qui faisait une conf call dans un café, il parlait pas super fort, mais c'était quand même assez désagréable. Je lui ai demandé s'il pouvait arrêter, parce qu'il les enchaînait. Ouais, il en aurait fait une, etc., c'était pas grave, mais là ça faisait 2 heures qu'on était là, il faisait 2 heures à enchaîner les conf calls. Je lui ai dit, maintenant, t'appelles dehors quoi mec, arrête de faire ça, c'est gênant, t'es pas chez toi quoi. Le mec m'a regardé et m'a envoyé chier vraiment, gentiment, mais il m'a envoyé chier, hein. Mais en même temps, je me dis, il a raison, c'est devenu la norme chez nous de faire des calls à l'intérieur, de faire comme si t'es à la maison dans un café ou dans un lieu public, t'es chez toi, et oh c'est bon, je fais ce que je veux, hein, c'est ma maison, je fais comme j'ai envie, hein, ça va, tu te prends pour qui? Bon, mais c'est vrai que c'est devenu la norme, hein, il faut le dire, hein, c'est devenu quelque chose de normal. Maintenant, quand on va gueuler parce que quelqu'un est en train de parler fort, par exemple, au téléphone dans un bus, c'est toi qui es chiant parce que t'emmerdes quelqu'un. Alors que t'as envie de dire, mais non, c'est lui qui emmerde tout le monde, c'est pas la politesse. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, dans le bus à Paris, d'aller voir des gens et de dire, peut-être que je suis un peu chiant, hein, c'est possible, mais de dire, voilà, parle moins fort, on n'entend que toi, t'es en train de hurler dans le bus, c'est chiant, et les gens te regardent comme si t'étais en train de dire, mais de quoi il se mêle, t'es en train de dire, je sais pas, si on fait tous ça, vous vous rendez compte le bordel que c'est? Parce que là, souvent, c'est un type. Mais si tout le monde faisait ça en même temps, tout le monde devrait parler encore plus fort. Ça serait un bordel sans fin. Enfin, je sais pas. Moi, c'est des choses j'ai du mal à comprendre, ces genres de comportements. Mais bon. Après, voilà, je suis quelqu'un qui m'adapte, hein. Et donc, je me suis mis à côté de lui, de cette personne, parce que j'étais déjà à côté de lui, hein, et j'ai commencé à chanter des chansons de merde. Mais vraiment. Ouais, j'ai chanté des chansons de merde à haute voix. Donc, les gens m'ont regardé un peu interloqué, hein. Et moi, je le regardais, je le fixais en chantant des chansons de merde. Et là, le mec, il m'a dit, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, comme toi, je vis ma vie, j'ai envie de chanter, j'ai envie de te regarder en quoi ça dérange plus que de faire une conf call avec le son de ton ordi. Alors forcément, il a pas compris, il s'est énervé, hein, parce que si c'est lui qui fait ça, ça va. Mais si ça vient d'un autre, ça va l'ennuyer, le comportement n'est pas viable. Bref, il est parti, il a eu un peu peur aussi, parce que c'est vrai que quand vous faites des comportements un peu de fou comme ça fait un peu peur aux gens, hein. Ce genre de comportement, ça calme souvent, hein, de faire un peu le fou comme ça.
puis vous passez pour un déglingos. Mais même les plus baraques, hein, souvent, ont peur des déglingos, hein, il faut le savoir. Hein. Si un jour il y a des gens un peu baraques qui viennent vous emmerder, faites un comportement de complet déglingos. Je vous assure que les 3 quarts du temps, ça les fait fuir. Bon, je vous rassure, hein, je fais pas ça tout le temps non plus, hein, mais je me souviens qu'en mode nomade à Budapest, c'était vraiment ça partout. Et que franchement, je trouve pas ça poli. Mais sur le principe, vu que c'est accepté par tout le monde, c'était un peu moi qui étais en tort à lui demander d'arrêter finalement. Par contre, j'étais dans mon droit a priori, pourquoi ne pas chanter à tue-tête, je fais autant de bruit que les autres, ou que le mec qui écoute leur musique en haut-parleur dans les cafés, donc why not. Mais bref, j'en profite un petit peu dans ce podcast, parce que si je peux éduquer 1 ou 2 personnes avec mon podcast, faites... À Rome, faites comme les Romains. Ok, en Europe, c'est devenu la base. Bon, faites-le. Voilà, faites comme vous voulez. Mais au Japon, normalement, on n'emmerde pas son voisin. Donc, les conf calls, les coups de téléphone, la musique, vous le gardez pour vous. Vous avez sûrement acheté un casque hors de prix. Utilisez-le dans les lieux communs, tout simplement. C'est juste pendant un moment. Puis chez vous, vous pourrez mettre la musique, parler avec les gens, etc. Mais bref, je m'égare un peu. Mais c'est vrai que je revois de plus en plus au Japon ce comportement. Et il faut dire, 90% du temps, c'est pas des Japonais malheureusement. Je veux pas faire du gaijin bashing, hein. C'est pas le truc en me disant, comme je vais vous dire, il y a que les gaijins qui portent pas de masque. Non, c'est pas vrai, il y a des Japonais qui portent pas de masque. Après, effectivement, en majorité, si on prend 100 gaijins et 100 Japonais, il y aura plus de gaijins qui vont pas porter le masque que de Japonais. Voilà, c'est tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas du gaijin bashing. Tous les gaijins sont pas comme ça, heureusement. Hein. Et c'est pas français. Je vous dis pas en plus que c'est des touristes. Hein. C'est des étrangers en général. Hein. Voilà, il y a plein de touristes qui font attention. Je suis vraiment pas en train de dire les étrangers c'est mal, restez chez vous, etc. Pas du tout. Mais c'est juste que ces comportements-là qui sont devenus la norme chez nous, pour certains en tout cas, moi ça me fait pas plaisir de les voir ici. Parce que c'est pas la norme ici et il faudrait pas donner de mauvaises idées aux Japonais parce que je serais obligé de déménager, ce qui serait pas cool. Voilà, là je fais un peu mon égoïsme mais ça m'emmerderait un peu. Moi honnêtement, si demain le Japon, il y a les mêmes comportements qu'en Europe, ça me plaira pas de vivre ici. Hein. Moi je suis pas là pour manga, kawaii, Pikachu, etc. Moi je suis là parce que c'est la politesse. J'aime bien, les gens sont polis, les gens font attention aux autres, il y a le côté groupe qui prédomine, c'est ça que j'aime. Si demain ça disparaît du Japon, demain je disparais du Japon aussi et j'irai ailleurs, hein, forcément. Comme je vous l'ai dit, hein, moi le Japon, j'adore le Japon, c'est un pays que j'adore. Tout n'est pas parfait ici. Je suis venu ici parce qu'il y a des choses qui me conviennent. Mais je conçois que peut-être à un moment donné, je devrais partir ou aller vivre ailleurs. Que voilà, c'est pas forcément l'endroit idéal non plus. Et que peut-être ça va se transformer un jour dans un endroit qui me correspondra moins. Ou peut-être que je vais changer aussi. Hein, mes envies changeront, tout simplement. Mais allez, on va reprendre le train. Bah oui, le train du train. Et des différences ici aussi, et les fameuses toutes différences qui sont liées au train et au transport, c'est que c'est vraiment des hubs de vie. Vous verrez au Japon, les gares, pour ceux qui ne sont jamais venus, ou les stations de métro, sont souvent très très animées. Autour de chez nous, par exemple, quand on est dans une gare en France, le coin autour de la gare, c'est pas vraiment funky souvent en France. Souvent c'est un peu clodo, c'est un peu tristoun, ça craint même parfois les alentours de la gare, c'est le bar PMU qui donne pas vraiment envie, etc. Bref, ou alors le restaurant dans la gare qui coûte une blinde et que c'est pas très bon. Au Japon, c'est pas ça du tout, c'est souvent un gros lieu de vie où on va sortir, où on va manger, on va boire, mais pas de façon hey GG, mais non, voilà, c'est vraiment la petite vie japonaise qui vont se concentrer autour de la gare. À Wakayama par exemple, c'est le cas. Les supermarchés, les malls, bref, la gare va être un hub de vie, voilà, là où la France maintenant on a un peu, j'ai l'impression, tendance à excentrer même les gares hors de la ville, donc ils vont pas être des hubs de vie, mais qui vont juste être un endroit de transport pour aller par exemple de Aix-en-Provence à Mâcon, je sais même pas si Aix-en-Provence est relié à Mâcon, mais sûrement, voilà, vous allez prendre votre TGV là-bas, mais après il va falloir prendre un bus pour aller dans le centre-ville, alors qu'ici souvent la gare c'est le centre, la gare ça va souvent être un centre, on habite en plein centre-ville, on va bouger à l'intérieur, voilà, les gares sont dedans, ce sont des hubs de vie. Et j'aime bien, moi, voir en plus ce côté train en centre-ville avec comment ça s'appelle, les chemins de fer qui vont traverser, les passages à niveau en plein milieu de la ville. Moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. À Tokyo, ça se voit beaucoup. Ça se voit peut-être un chouïa moins à Osaka, où les transports sont un peu plus en hauteur ou souterrains. Mais c'est vrai qu'à Tokyo, il y a beaucoup de lignes de train, enfin dans le centre, j'entends, il y a beaucoup de lignes de train qui traversent, etc. et autres. Et moi, c'est un kiff, j'adore ça. Et c'est vrai que c'est hub de vie aussi. C'est quand même agréable parce que du coup, effectivement, quand vous pouvez aller d'un point A à un point B, et vivoter autour. Je pense que quand vous rentrez du bureau par exemple, que vous allez habiter chez vous habitez pas très loin de la gare, vous pouvez aller faire vos courses, aller manger avec des amis, voilà, vous pouvez tout faire proche des transports, et finalement vous avez souvent utilisé les transports, on utilise tous les transports, enfin à part les gens qui ont des voitures, mais quand vous habitez dans des grandes villes, vous utilisez les transports pour vivre,
pour aller au boulot, pour vous déplacer partout. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt sympa que ça soit des hubs de vie finalement, puis des hubs de vie agréables et pas le coin un peu craignos de la ville. Ensuite, je vais partir sur un autre point. Je ne sais pas si c'est vraiment une différence, car j'avoue ne pas m'être posé la question sur le moment, quand je vivais en France en tout cas. Mais je trouve que les transports japonais sont quand même super clairs et vraiment bien indiqués pour plusieurs raisons. Bon déjà, il y a souvent les infos en anglais. En tout cas, dans toutes les grandes villes, les lieux touristiques ou même des petites villes, je l'ai souvent vu, par exemple à Wakayama, tous les bus sont en anglais. Voilà, ils parlent en anglais. On arrive toujours à trouver son chemin. C'est pas écrit qu'en kanji, quoi, même à l'intérieur des stations. Les annonces sont souvent faites comme ça en plusieurs langues, même dans les trains un peu locaux, pas forcément touristiques, et je trouve que c'est plutôt appréciable. Et les lignes sont souvent fixes. Moi, j'ai pour mémoire, quand j'habitais sur Lyon, par exemple, et que je devais prendre un train local tous les matins, mon train est changé tout le temps de voie. Donc le matin, j'étais obligé de regarder si mon train était à la voie 5, ou à la voie 6, à la voie B, à la voie dièse, à la voie machin. Ici, dans l'ensemble, les quais sont souvent fixes. C'est-à-dire que, par exemple, dans la gare que je prends à Osaka pour aller à Wakayama, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de quais. Mon train est toujours au même quai. Toujours. En face, je sais aussi que le train, c'est le train qui va à l'aéroport de Kix, donc l'aéroport d'Osaka. Un des deux aéroports d'Osaka. Et du coup, ça aide pas mal pour se retrouver. Vous savez qu'à partir du moment où vous avez l'habitude de prendre un train, faut quand même faire gaffe, je pense qu'un jour, peut-être qu'ils vont le bouger, puis vous allez vous retrouver comme un con. Mais voilà, ça permet d'avoir des repères assez simples et de pas tout le temps être en galère à chercher, etc. Surtout quand c'est pas notre langue et puis quand on est dans un environnement plus compliqué. Je trouve que dans l'ensemble, on fait toujours un pataquès des transports au Japon, à Tokyo, genre c'est hyper compliqué, on se perd, etc. Les gens souvent ont peur et me demandent est-ce que c'est compliqué pour bouger. Franchement, si vous n'êtes pas en mode panique, tout est super bien indiqué, c'est très clair en général. Je peux comprendre aussi quand on arrive de province, par exemple, il y a des gens qui arrivent de province en France et qui arrivent à Paris puis qui sont perdus avec les lignes de métro. C'est normal, vous commencez, vous débutez, c'est un peu compliqué, voilà, c'est normal, il faut chercher. Au Japon, ce sera pareil. Mais si vous venez de Paris, vous arrivez à Tokyo, logiquement, vous ne devrez pas être trop perdu. C'est facile de se retrouver, les marquages au sol partout, annoncent souvent même, il y a les annonces dans plusieurs langues, pas en français, mais il y a les annonces en anglais. Franchement, c'est bien fichu. Après, je vais pas dire que c'est mieux qu'en France, parce que j'ai du mal à me souvenir si en tant qu'étranger, surtout que j'étais pas étranger en France, qui ne parle pas le français, est-ce que c'est simple finalement de s'y retrouver, ou est-ce que ça reste compliqué et que l'anglais n'est pas très présent? J'en ai aucune idée. Peut-être que vous pourrez m'aider là-dessus et répondre. Il n'y a pas de commentaires sur les podcasts, mais je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais l'impression que c'était pas nul, mais que c'était pas parfait. Mais je pense qu'au Japon, c'est quand même mieux. Pour ceux qui ont fait les deux, j'aimerais bien avoir vos retours, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Je me rappelle pas en fait si en France, alors ça fait un peu le mec qui est parti depuis 12 ans, c'est pas le cas, mais c'est juste que c'est quelque chose que je faisais pas attention. Là, je le fais attention parce que je suis étranger dans le pays. Mais voilà, j'ai cette impression que c'est quand même bien fait au Japon. Vous le savez aussi, mais souvent les marquages au sol ou au mur, il y a des marquages au sol, il y a des marquages au mur dans les transports aussi qui sont très complets. On va pouvoir savoir où est la sortie avec l'escalator, par exemple, à l'intérieur du métro, où l'ascenseur va être. Donc si vous avez besoin de prendre l'ascenseur, parfois c'est plus simple pour savoir où aller le chercher. Tout est super bien indiqué, dans les rames, en dehors, ou alors même les quais. Je me souviens qu'à Tokyo, il y a des lignes par terre qui vous expliquent pour changer de ligne que vous allez, que vous allez suivre la ligne jaune, la ligne bleue, etc. Elle sera marquée au sol avec le nombre de mètres pour savoir dans combien de temps vous allez être à peu près dans la station. C'est hyper bien fichu. Il suffit de regarder au sol quasiment pour arriver à retrouver son chemin, quoi. Et je trouve que le transport à Tokyo, ok, c'est tentaculaire, c'est très compliqué, il y a plein de différentes compagnies, etc. Mais c'est quand même super bien indiqué. Et moi, j'ai jamais vraiment, à part une ou deux gares qui sont vraiment très bordéliques, j'en ai conscient, qui sont très compliquées, comme Shinjuku, c'est pas simple. Il y a quelques lignes comme ça où on peut vite se perdre parce qu'elles sont vraiment très très grandes avec plein de trucs, mais c'est quand même dans l'ensemble très très bien indiqué. Et je vais pas dire que c'est mieux indiqué qu'en France ou que c'est plus simple, mais en tout cas, faut pas avoir peur de prendre des transports au Japon. Et même dans les lieux un peu moins connus, c'est souvent, je vous dis, il y a souvent au moins écrit en anglais, donc vous allez pouvoir vous y retrouver. Ah oui, c'est vrai aussi, mais au Japon, la plupart du temps, à part pour des trajets spéciaux, il n'y a pas de contrôleur qui va regarder votre ticket. Mon trajet local, par exemple Wakayama-Osaka, je vois souvent passer un contrôleur qui vérifie que tout va bien, mais il ne contrôle pas les billets. Bon, faut dire qu'il n'y a pas de billets pour ces trains-là, donc c'est normal qu'ils ne contrôlent pas le billet finalement. Tout fonctionne avec l'IC Card, votre carte de transport. Donc il n'a pas grand-chose à valider. Une fois ou deux, j'ai dû me faire contrôler, mais c'est quand il fallait acheter un ticket. Ça, c'est le truc un peu compliqué parfois, c'est qu'il y a des trajets où vous devez acheter un ticket. C'est-à-dire pas juste passer votre IC card, ça suffira pas. Il faut passer votre IC card plus acheter un ticket ou acheter un ticket complet. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours clair. Mais souvent, petite astuce, c'est quand ça arrive, vous allez voir des bornes pour acheter des tickets sur la RAM. C'est pas partout, mais ça arrive. Donc si vous voyez une borne sur votre quai, voilà, pour acheter un ticket, dites-vous qu'il y a des chances qu'il faut acheter un ticket. Alors, pas forcément. Par exemple, mon train de Wakayama, il y a une partie, pas tout le temps, mais il y a une partie avec des places réservées et d'autres qui ne le sont pas. Donc en gros, les places réservées, si vous voulez réserver une place, avoir un numéro, là il faut un ticket en plus de votre IC card. Et les autres, en fait il n'y a pas de place réservée, donc là vous avez juste à biper votre IC card. Forcément c'est plus cher si vous voulez réserver une place assise. Et je vous le conseille pas forcément parce que franchement les trois quarts du temps il y a quand même, en tout cas pour plein de trains locaux comme ça, il n'y a pas besoin. Voilà, vous allez avoir votre place. Mais si vous êtes stressé, que vous voulez être sûr d'avoir une place, parfois en voyage on a envie, surtout quand on est avec toutes ces valises, etc. Vous pouvez le faire dans certains trajets. Je ne vous parle pas des Shinkansen, là, mais je vous parle vraiment de petits trajets de trains locaux. Mais là aussi, c'est pas mal foutu le système de pouvoir payer en sortant, par exemple, avant de sortir, si vous n'avez pas assez d'argent sur votre IC card. Bon, par contre, il faut du liquide avec soi. Moi, je trouve ça vraiment pratique, en tout cas. J'achète rarement des tickets de train en bougeant dans le Kansai. Je bille juste ma carte de transport et mine de rien, c'est cool. Ça évite de prendre un ticket à une certaine heure, de dire faut que je parte à telle heure. Voilà, là, vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin de réserver une place ou des trains express. Faut juste avoir votre IC card, vous la bitpez, vous prenez des trains locaux, super express, machin, etc. et autres, sans jamais se prendre la tête à acheter un billet, avoir une heure précise. On monte dans le train et puis c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Et ça, j'avoue que c'est aussi un truc que je trouve très agréable qu'on n'a pas en France avec la SNCF. Par exemple, il faut acheter un billet quand vous voulez faire un Laval-Lorient. Aujourd'hui, je suis très on se bouge un peu partout en France. Il va falloir acheter son ticket. Là, au Japon, un Laval-Lorient, vous pourriez sûrement le faire avec votre IC card à biper. Et puis voilà, on va pas plus loin, quoi. Tant que c'est pas un Shinkansen ou que c'est pas un train vraiment où il faut réserver, vous pouvez vous balader comme ça. Dans le Kansai, moi je fais Kyoto-Wakayama sans acheter un seul ticket. Kyoto-Wakayama, c'est 2h30, 3 heures de transport. Mais j'ai pas besoin d'acheter un seul ticket, je vais juste biper ma carte de transport. Bref, honnêtement, les transports pour moi, c'est un plaisir au Japon, vous le savez, j'en avais parlé plusieurs fois et j'aime bien en reparler. Le respect, finalement, en général, fait qu'on s'y sent bien, que c'est propre, que c'est agréable, finalement, de prendre le train. Moi, c'est vraiment un moment que j'apprécie. Les conditions sont vraiment agréables pour le voyage et du coup les transports, les trains locaux, c'est pas une contrainte, c'est vraiment un moment agréable. C'est pas un moment de kiff pour la personne qui va rentrer du boulot bien sûr, mais c'est quand même moins de pression je trouve que la vie parisienne ou même en province où ça m'est arrivé de prendre un train local pour aller à mon école, etc. Je trouve quand même que dans l'ensemble c'est quand même plus agréable. Puis bon, je parle pas aussi de voir la vie, de voir ce qui se passe par la fenêtre, même si là aussi un petit côté négatif, c'est que les Japonais n'aiment pas le soleil, donc dès qu'il y a un pet de soleil, vous pouvez être sûr que tout est fermé et que vous vivez dans l'ombre le plus total à l'intérieur du train, parce que il faut pas que le soleil rentre. Donc ça, bon, du coup ça peut un peu gâcher votre expérience de je vois les jolis paysages. Puis bon, les jolis paysages, on les a en France aussi, quand on prend le train, il faut pas dire, tu vois, c'est pas plus joli en France, etc. C'est juste que c'est des paysans, donc forcément, on a plus tendance à regarder. Mais franchement, pour moi, l'ambiance, elle est plus sereine, elle est plus apaisée, et du coup, c'est plus chouette. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Moi, prendre le train au Japon, j'aime beaucoup. C'est un plaisir. C'est pas une contrainte, c'est pas un moment qui va être chiant, c'est un plaisir. Comme tout le monde, parfois je suis fatigué, j'ai vite envie de rentrer, j'ai envie de faire pipi, je suis dans le train, voilà, c'est bien sûr. Mais dans l'ensemble, j'aime bien prendre le train au Japon, alors qu'en France, c'était pas un plaisir, que ce soit le TGV ou un train local, j'ai jamais pris plaisir à prendre un train en France, alors qu'ici, oui, vraiment, j'ai ce plaisir-là. Mais voilà, on en a fini pour ce podcast spécial transport. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a du nouveau contenu en plus. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Désolé pour le retard, j'espère ne pas être en retard la semaine prochaine. Il y a un peu des choses dans ma vie en ce moment qui bougent pas mal. Mais voilà, j'espère que je pourrai reprendre le temps habituel. Et j'espère que ce podcast vous aura plu. On essaiera peut-être de se faire une balade, je sais pas encore, la semaine prochaine, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade dans ce podcast, donc ça serait bien de se faire une petite balade quelque part. Mais on verra. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao, bye bye, matane. 頑張るのが辛かったって一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張れ頑張れって言って好きじゃなかったんだけど一番それ言われた突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた
泣かないキラリキラめく夜の